Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Pour cette première partie d'émission, nous recevons en vision Céline Moine, qui est directrice de la rédaction d'artprice.com, au sujet des nouveaux noms des enchères, ces artistes qui sont passés pour la première fois sous le marteau des enchères en 2024. Alors contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce sont majoritairement des artistes exerçant avant le XXe siècle. Et puis dans notre interview de la semaine, nous aborderons un sujet clé pour les professionnels du marché de l'art, l'assurance. Quels sont les enjeux, quelles sont les précautions à prendre? Pour en discuter, nous accueillerons Aurélia Farcoa, qui est directrice du département Art et Culture chez Morel et compagnie du groupe Patrimoine, spécialiste du courtage d'assurance. Plus de détails tout de suite dans Art et Marché. En visio avec nous, Céline Moine, qui est directrice de la rédaction chez artprice.com et qui a analysé les nouveaux noms des enchères de l'année 2024, donc que ce soit les nouveaux artistes qui sont entrés aux enchères, mais aussi les redécouvertes de l'histoire de l'art. Merci beaucoup d'être avec nous en visio. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors parmi les 100 meilleures nouvelles entrées, 46% appartiennent au 19e et 20e siècle, 38% aux maîtres anciens. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples et surtout expliquer pourquoi les enchérisseurs se tournent vers ces artistes beaucoup plus anciens? Alors, ce qui était intéressant, effectivement, en regardant ces chiffres des nouvelles entrées aux enchères, qui sont des artistes qui, pour la première fois, valident donc une enchère, c'est de constater qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit des artistes contemporains qui majorent, qui arrivent en majorité dans les classements, et finalement, pas du tout. On se rend compte que le marché, finalement, est sans arrêt alimenté par des artistes, des signatures assez historiques du 19e, mais surtout des artistes anciens, et que, effectivement, les acheteurs, les enchérisseurs vont être très attentifs à ces nouvelles propositions de l'art ancien, moderne et ancien, et qu'ils savent reconnaître, même si les artistes peuvent nous paraître à nous ou au grand public confidentiels, ils savent reconnaître les qualités historiques de ces œuvres qui ressurgissent comme ça du passé. Est-ce qu'on a quelques exemples qui peuvent être particulièrement parlants? Alors, effectivement, dans l'article auquel vous faites référence, j'ai cité des exemples qui sont très parlants parce que ce sont des artistes finalement reconnus malgré le fait qu'ils soient confidentiels. J'ai cité par exemple le cas de Ernst Klimt, qui est le frère de Gustav Klimt. Et effectivement, l'année dernière est apparu un tableau aux enchères de Ernst Klimt qui a été finalisé par son frère, parce qu'il se trouve que Ernst Klimt est décédé très jeune, à 29 ans. Donc c'est son frère, le fameux Gustav Klimt, qui va finaliser l'œuvre, qui est une œuvre assez majestueuse, et qui va signer du prénom de son frère. On ne retrouve pas la patte de Gustav Klimt dans ce tableau. Pour autant, j'allais dire l'histoire familiale, l'émotion qu'elle transporte et le fait que Gustave y ait participé en signant le nom de son frère a fait que ce tableau a une valeur, disons, beaucoup plus significative que des tableaux habituels que l'on pourrait voir de Ernst Klimt aux enchères. Donc ça, c'est aussi un univers dans ces nouvelles arrivées aux enchères qui regorge de belles histoires et d'anecdotes comme celle-ci. Et comment se passe ce processus de redécouverte? Et surtout, est-ce qu'il y a peut-être un mouvement particulier ou des artistes en particulier qui nécessitent ce regain d'intérêt, enfin qui suscitent plutôt ce regain d'intérêt par certains enchérisseurs? Alors, ce qu'on peut voir, nous, par notre prisme à Artprice, c'est-à-dire simplement vraiment en analysant ce qui se passe, les entrées aux enchères et comment les choses bougent, le nombre d'artistes qui arrivent, leur découpage selon les périodes de création, etc., on se rend compte que finalement, c'est un phénomène qui est récurrent. Chaque année, on a à peu près 20 000 nouvelles enchères réussies. Et au terme de l'année 2024, on va en voir vraiment
milliers de nouveaux artistes absolument nouveaux qui arrivent sur le marché des enchères. C'est-à-dire qu'il est sans arrêt alimenté par de nouveaux artistes. On constate également que le tiers de ces nouveaux artistes est diffusé sur les places de marché américaines, en l'occurrence majoritairement New York, via Christie's, Sotheby's, Phillips et les autres maisons de vente actives, mais que le Royaume-Uni et la France sont des places de marché également privilégiées pour, disons, redécouvrir ou porter sur le marché des artistes qu'on redécouvre. Et ça, c'est le travail des experts et des commissaires-priseurs qui œuvrent à ces redécouvertes dans les greniers, dans les successions, etc., par exemple. Et pour terminer cette interview, il y a quand même un petit tiers d'artistes contemporains, de nouveaux noms, nouveaux artistes. Est-ce qu'il y a pareil une tendance majeure à déceler ou ce sont des artistes très hétérogènes? Ils sont très hétérogènes d'un point de vue des nationalités, parce qu'ils viennent vraiment de partout dans le monde. Alors qu'il y a quelques années, on aurait eu une grande majorité d'artistes américains, admettons. Là, les artistes de moins de 40 ans se rendent compte qu'ils viennent aussi bien des États-Unis, de Chine, d'Arabie Saoudite et de France également. C'est un phénomène assez neuf. Et on va dire que le grand point de convergence, c'est que tous ces artistes qui vont, en arrivant aux enchères, obtenir des résultats à 5, 6 chiffres, c'est-à-dire de très très gros prix, ont tous été exposés ou ont signé un contrat avec des galeries qui sont des galeries internationales comme les galeries Gagosian, Tadeusz-Kopak, etc. Merci beaucoup Céline Moine. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction chez Artprice. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Les incendies dévastateurs de Los Angeles ont fait la une de l'actualité pendant plusieurs jours, posant ainsi la question de la sécurité des œuvres d'art. Et Aurélia Farcora, qui est directrice du département Art et Culture chez Morel et compagnie du groupe Patrimoine, est avec nous en plateau pour faire le point sur, en France, où en est l'assurance des œuvres d'art et les points d'attention qu'il faut apporter à ces contrats de professionnels. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Sybille pour votre accueil. Dans une précédente émission, on a parlé justement de l'assurance des particuliers et on voyait que finalement ils étaient très peu à être assurés. Est-ce que c'est le même constat du côté des professionnels? Est-ce qu'il faut encore faire beaucoup de pédagogie envers les professionnels? Alors heureusement, les professionnels, eux, sont beaucoup mieux assurés que les particuliers. Il y a notamment pour certains professionnels de toute façon des assurances obligatoires. Par exemple, pour les commissaires-priseurs, le Conseil des ventes exige pour qu'ils puissent exercer une garantie responsabilité civile professionnelle et une garantie financière, donc ils n'ont pas le choix d'avoir certaines assurances. D'accord. Pour ce qui est du stock, là, il n'y a pas d'obligation. Enfin, généralement, le stock ne leur appartenant pas, les galéristes ou les commissaires-priseurs s'assurent, les autres professionnels aussi. Mais il arrive encore que certains professionnels décident d'être leur propre assureur, de ne pas s'assurer pour des raisons financières. Et là, c'est quand même extrêmement risqué. Mais on est vraiment à la marge. Je dirais qu'à 95%, 98%, les professionnels sont assurés. D'accord, oui. Et quel est le risque majeur? Est-ce que vous rencontrez un risque qui revient fréquemment? Alors le risque, c'est vraiment la manipulation et le transport. Oui. Ça, c'est là que le risque est maximum, à la différence effectivement des collections privées, où là, généralement, les œuvres bougent moins. Oui, tout à fait. Donc c'est pour toutes les manipulations, que ce soit lors des accrochages, décrochages, lors des envois chez les acheteurs, évidemment lors des foires et des salons. Malgré toute l'attention qui est portée, les choses sont faites souvent rapidement, voilà. Et malheureusement c'est là que le risque est le plus important. Et comment est-ce que vous accompagnez? Alors déjà, est-ce qu'il y a des besoins différents entre tous ces différents professionnels du secteur? Vous avez parlé des maisons de vente aux enchères, des galeristes. Est-ce qu'ils ont des besoins différents Oui, chacun? Absolument. D'où l'intérêt et l'importance pour ces assurés de faire appel à un courtier et un assureur spécialisé en œuvres d'art. Parce qu'effectivement, on va avoir des risques différents pour un commissaire-priseur ou pour une galerie, ou pour un musée, ou pour un restaurateur d'art, par exemple. Mais au sein même des galeries, on ne va pas assurer de la même manière une galerie qui est spécialisée dans la céramique et une galerie qui va faire que de la photo, par exemple. Les risques sont différents, les besoins sont différents, les tarifs sont différents. Donc c'est important de bien cerner l'activité de son assuré pour ensuite le conseiller au mieux. Parce que vous, votre rôle en tant que courtier, c'est de conseiller de mener vers les meilleurs assureurs en fonction des besoins et aussi de peut-être négocier les contrats, vérifier en tout cas que tout fonctionne bien. Absolument.
Exactement. Notre rôle, c'est vraiment évidemment recueillir les besoins de l'assuré, l'accompagner au mieux ensuite dans la souscription de son contrat et ensuite tout au long de la vie du contrat, donc y compris en cas de sinistre, évidemment, il faut continuer à faire l'intermédiaire avec l'assureur et lui expliquer toute la procédure pour qu'il soit très à l'aise et qu'il soit le mieux indemnisé possible. Est-ce qu'il y a au sein de ces contrats des points d'intention vraiment? C'est vrai que le monde de l'assurance est parfois un petit peu difficile à comprendre. Il faut lire beaucoup de choses, beaucoup de contrats. Est-ce que il y a des points d'attention que vous conseillerez aux personnes qui nous écoutent? Ça, c'est des points majeurs auxquels il ne faut vraiment pas faire l'impasse. Je crois qu'il faut retenir 2-3 points essentiels. Alors, une fois qu'on a fait appel déjà à un courtier, un assureur spécialisé en œuvres d'art, on est déjà sur le bon chemin. Oui. Ensuite, il faut vraiment vérifier les capitaux assurés, les limites territoriales et la base d'indemnisation. Pour moi, ce sont les 3 points fondamentaux. Souvent, ce qui compte au départ pour un assuré, c'est le tarif, c'est la prime qu'il va payer. En fait, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est en cas de sinistre, comment suis-je garanti et comment ça va se passer? Et ça, ce sont des questions qu'il faut poser avant, bien comprendre la manière dont ça va se dérouler pour ensuite ne pas avoir de mauvaises surprises au moment d'un sinistre. Parce que tout ça, c'est négociable. On peut dire, je voudrais rajouter cette clause, moi j'ai tel besoin. Oui. Tout est négociable. Ce sont des contrats qui sont faits sur mesure, donc qui doivent s'adapter à l'activité de l'assuré et qui doivent le couvrir au mieux. On se rend compte quelquefois, quand on récupère des clients, on fait un petit audit de leur contrat et que quelquefois, ils ont des contrats qui couvrent 2 fois la même chose et puis il y a un trou de garantie quelque part. Donc c'est vraiment important de faire le point sur l'ensemble des contrats et d'être parfaitement assuré par rapport à son activité. Est-ce qu'il y a vous avez parlé donc des obligations pour les maisons de vente aux enchères, mais par le comité, donc le conseil des ventes. Le conseil des ventes. Est-ce qu'il y en a qui sont obligatoires pour ces professionnels, tout simplement en France? Est-ce qu'il y a des assurances obligatoires? Alors, en fait, il y a des assurances qui sont, j'ai envie de dire, d'office. À chaque fois que vous souscrivez un contrat dommage, vous avez automatiquement la garantie catastrophe naturelle et terrorisme qui est adjointe à votre contrat. Donc, c'est une spécificité française, mais d'autres pays peuvent avoir aussi leur propre pratique. Je pense que tout le monde l'a constaté cette année, la garantie justement catastrophe naturelle, la prime qui est liée à cette garantie a augmenté. Donc nous avons tous eu des augmentations dans nos contrats d'assurance dommages. Donc c'est la multirisque habitation, la multirisque pour les locaux, la garantie des stocks. Tout ça sont des garanties dommages. Donc on a ces 2 garanties qui sont obligatoires de la part de l'assureur et qui sont automatiquement comprises dans les contrats. Parce que l'encadrement risque climatique... c'est pas quelque chose qui nous préoccupe particulièrement en France. Est-ce que c'est déjà arrivé ou Non. Oui, bien sûr. On le voit avec les changements climatiques. De toute façon, c'est de plus en plus fréquent, même si nous sommes un pays relativement protégé par rapport à d'autres. Mais on voit bien qu'il y a de plus en plus d'inondations, de plus en plus de crues. On a quand même aussi beaucoup d'incendies dans le sud. Et il y a un moment où il faut bien que les assureurs puissent avoir les fonds nécessaires pour indemniser les sinistrés. Donc forcément, quand il n'y a plus suffisamment d'argent, on augmente les primes de tout le monde pour pouvoir ensuite aider ceux qui sont sinistrés. Eh bien, merci beaucoup Aurélia Farcoa. Je rappelle que vous êtes directrice du département agriculture chez Morel & Compagnie du groupe Patrimoine. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces clés pour analyser nos contrats d'assurance. Et merci à vous tous et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.